Monsieur le secrétaire d'État, Bossoun venait d'expliquer que les technologies, et Fatoumata le précisait aussi, les technologies en Afrique et l'entrepreneuriat numérique étaient les alliés des... Merci beaucoup. Étaient les alliés des oubliés, étaient les alliés des... ceux qui se situent dans ce qu'on appelle la base de la pyramide, et pouvaient aider à, quelque part, apporter des services essentiels, notamment lorsqu'il y a un manque d'infrastructures, un déficit d'infrastructures. Aujourd'hui, le Maroc est très ambitieux vis-à-vis du numérique, vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Est-ce que, de votre point de vue régalien, comment est-ce que vous voyez la relation et le partenariat que les pouvoirs publics doivent mettre en place avec les startups pour résoudre ce type de problème? Merci. C'est une très bonne question. En fait, il faut peut-être revenir à l'histoire de l'objet qui est au centre de toute cette révolution, le téléphone portable. Le smartphone s'était inventé en Scandinavie. Pourquoi? Parce qu'en Scandinavie, vous avez très peu d'habitants, une densité d'habitants par kilomètre carré qui est très basse. Donc les gens sont très éloignés les uns des autres, très fragmentés. Et c'est intéressant par ce retour de l'histoire que justement le mobile fasse son retour à travers l'Afrique, qui est justement le continent des 5 continents, c'est le continent le plus fragmenté du monde. C'est le continent où il vous faut le plus d'heures en moyenne de vol pour aller d'une ville à une autre. C'est le continent où, en fait, c'est un continent qui est séparé en 3. Hein. Vous avez de la population au nord, autour du golfe de Guinée et dans l'est, et au milieu, vous avez de la forêt tropicale et du désert. Donc tous ces gens sont séparés. En plus de ça, quand vous prenez le PIB total de l'Afrique, vous avez un PIB qui est un peu moins important que celui de l'Allemagne. Donc en termes de fragmentation du marché, vous avez le GDP de l'Allemagne qu'il faut diviser en plus de 50 fois pour avoir les mêmes types d'économies d'échelle et de volume. Donc le rôle des politiques publiques dans ce contexte-là, c'est de mettre en place les piliers qui permettront justement de fournir du volume et des économies d'échelle aux entrepreneurs. Alors ça passe par quoi? Le premier élément qui est le plus important, c'est évidemment le haut débit. Il faut qu'il y ait une politique de haut débit en Afrique, et de préférence, si elle est régionale ou continentale, ce sera encore mieux. Une fois que vous avez ce haut débit, pourquoi c'est important? Parce que derrière, il y a l'enjeu de la 5G. Et la 5G est l'Internet des objets, qui vous montre que comme vous avez eu cet objet qui est le téléphone, qui a eu tant d'impact sur la vie des populations africaines, vous aurez demain des frigos, des machines à laver et des voitures connectées qui auront encore plus d'impact. Donc il faut être prêt pour cette révolution-là. Le deuxième pilier, c'est les fintech et le paiement mobile. Vous savez que le Maroc a beaucoup investi dans les secteurs de télécom et de la banque et de l'assurance dans les pays africains. Nous sommes le deuxième investisseur étranger en Afrique. Mais c'est le Kenya qui a inventé le paiement mobile avec M-Pesa. Alors comment ça se fait? C'est simplement qu'en fait la solution marocaine a mis plus de temps à émerger, mais elle est lancée ce mois-ci, au mois de novembre. Et ce qui est intéressant avec cette solution, c'est toujours dans l'idée de lutter contre la fragmentation des marchés et le fait de séparer les personnes, c'est que c'est une solution qui est interopérable. Et l'interopérabilité du paiement mobile, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un opérateur dans chacun des pays africains, ne pourront pas se virer de l'argent d'un pays à l'autre, puisque c'est différents opérateurs. Et donc cette interopérabilité, c'est une des choses sur lesquelles les gouvernements doivent insister, sachant que une étude McKinsey a essayé de mesurer le volume de data qui est produit par les différents continents. Et vous savez qu'en Afrique, on produit à peu près 250 pétabytes de data. C'est 2 fois plus que l'Amérique latine et l'Inde réunies. Donc il y a matière à faire quelque chose. Une fois que vous aurez de la data qui sera partagée par tous les Africains, que vous aurez les piliers de paiement mobile, je rappelle que le paiement mobile, c'est comme dans toute enquête policière, vous suivez l'argent. Donc une fois que vous pouvez suivre l'argent sur quel que soit le secteur économique, vous avez de l'information sur le comportement du consommateur. Quand vous avez un pays, un continent qui est marqué par de la data qui est fragmentaire, non structurée, qui est justement une partie du problème. On a des systèmes statistiques qui sont défaillants, on a des systèmes gouvernementaux qui sont défaillants, il faut bien le dire, des administrations qui sont trop petites par rapport au territoire qu'elles administrent, etc. Dans un système comme celui-là qui est un peu chaotique, il y a des technologies comme l'intelligence artificielle, comme le big data, etc., qui vont permettre de structurer tout ça et de donner une vraie longueur d'avance aux entrepreneurs africains. Je termine sur une note, c'est que vous savez que l'entrepreneuriat est plus important en Afrique que sur les autres continents. Et en particulier, l'entrepreneuriat féminin. Je dis ça d'autant plus qu'au Maroc, on a un problème justement d'insertion des femmes dans la vie active. Le taux d'activité des femmes est autour de 25%, il est en baisse, c'est une catastrophe.
Mais du coup, je me suis renseigné, en Afrique, il est au-delà de 55%. Au-delà de 55%. Vous imaginez ce que ça signifie en termes d'opportunités pour l'entrepreneuriat. Donc pour revenir un peu à ce qu'on fait au Maroc, on a la 5G, le haut débit, le paiement mobile, et l'un des chantiers de l'Agence du développement digital qui a été validé en décembre 2017, que j'aime bien, je vais en toucher juste un mot, c'est la digitalisation du statut de l'auto-entrepreneur. Vous savez qu'au Maroc, on a fait comme en France, hein, le statut de l'auto-entrepreneur, qui a eu pas mal de succès, mais pas encore suffisamment. Et on pense qu'il a un potentiel extraordinaire si on arrive à digitaliser non seulement le parcours de l'auto-entrepreneur, mais également avoir une marketplace qui soit intelligente. Le jour où vous aurez une marketplace qui aura un moteur d'IA type Watson ou Alexa de recommandation, par exemple, qui pourra dire à l'auto-entrepreneur, attention, tu es sur le marché de la menuiserie, mais on a remarqué que dans le code postal où tu fais 80% de ton business, c'est plus la plomberie qui fonctionne, et on va te mettre en rapport avec un autre auto-entrepreneur qui va t'aider, qui va te vendre une formation à la plomberie. Alors, je divague, mais l'idée, c'est qu'il y a des outils qu'on va pouvoir mettre en place et qui seront non seulement pertinents au Maroc, mais pertinents dans toute l'Afrique. Merci. On peut applaudir le secrétaire d'État, Mme Ferdaous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Monsieur le secrétaire d'État, que vous a inspiré tous ces échanges? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et est-ce que vous direz aussi, conclure en disant que l'Afrique, c'est vraiment le futur de l'innovation? C'est très intéressant ce que Steven a dit sur le financement et sur les chaînons manquants. Et il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Parce qu'il y a cette culture de l'entrepreneuriat et de la start-up en Afrique. Mais ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il nous manque des éléments essentiels. Et qu'en réalité, l'entrepreneur africain doit faire 200 fois plus d'efforts qu'un entrepreneur de la Silicon Valley ou un Américain. Aux États-Unis, vous avez le Nasdaq. Donc quand vous distribuez des stocks options, ben, ça a du sens. Vous pouvez valoriser votre compagnie avant même qu'elle fasse des profits à des stages très en amont. Et c'est une valorisation qui est quasiment constante en fair value. Donc en temps réel, tous les 6 mois, vous savez combien vaut votre boîte, combien vous pouvez rentrer, combien vous pouvez sortir, etc. On n'a pas de Nasdaq en Afrique. Donc la question de la sortie de l'investisseur, elle est clé. Et c'est là que les relations entre les startups, les entrepreneurs et les grandes entreprises, les grands corporates est fondamentale. Et elle est encore plus fondamentale en Afrique qu'ailleurs. Parce qu'on n'a pas les marchés pour sortir l'investisseur, donc on n'a pas de business angel, au sens américain du terme. Donc c'est extrêmement important qu'on comprenne que les grandes entreprises, les grands champions, les vaisseaux de haute mer des compagnies africaines doivent travailler avec les startups. Et ça, le rôle du gouvernement est clé là-dedans pour faciliter ces ponts entre les petites et les grandes entreprises, parce qu'il n'y a qu'une grande entreprise qui va pouvoir voir le potentiel d'une start-up et la valoriser et offrir à son entrepreneur une voie de sortie ou une voie de réinvestissement. Donc c'est hyper important. L'autre chose que je voulais dire, c'est que quand on travaille avec les start-up africaines, il faut toujours garder à l'esprit que vous avez ce marché qui est en train de se construire. Et quand vous avez un marché aussi important qui est en train de se construire, il faut réfléchir en tant qu'entrepreneur à quelles sont vos barrières à l'entrée. Qu'est-ce qui va vous protéger? En quoi est-ce que ce marché que vous voulez adresser, il est contestable ou pas? Et la bonne nouvelle, c'est que, ça a été dit par l'un des panélistes, c'est que le marché africain est suffisamment spécifique, particulier, pour offrir des barrières naturelles à l'entrée. Je vous donne un simple exemple, la recherche et développement. Vous savez qu'en Afrique, on parle beaucoup d'industrie 4.0, mais après, quand vous achetez des capteurs pour les placer sur vos machines, le capteur, il a été designé en Corée du Sud ou ailleurs, dans un environnement où l'Internet est de très très bonne qualité, et puis il est stable. Puis vous arrivez au Maroc, à Meknès, ou à Dakar, ou à Abidjan, ou Lagos, et vous placez le même capteur, et vous récupérez les données, et vous avez des trous dans les séries de données. Et vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et vous regardez, vous vous rendez compte qu'effectivement, l'Internet est de mauvaise qualité, et puis de temps en temps, il se coupe, donc vous avez des trous dans vos données, donc vos données sont inexploitables. Vous ne pouvez pas faire d'industrie 4.0, ni de maintenance préventive, etc. Alors il y a des boîtes qui font des capteurs spécifiquement pour un usage en pays émergent. Donc il suffit de prendre le même capteur et de mettre c'est tout bête, hein, vous mettez juste une petite mémoire flash sur le capteur, ce qui fait que le capteur, quand l'Internet est down, il continue d'emmagasiner les données le temps que l'Internet revienne, et vous avez des séries de données qui sont complètes. Alors ce petit exemple d'innovation frugale que je viens de vous donner, c'est juste pour vous dire qu'en Afrique,
les conditions d'usage, les conditions de maintenance et les conditions générales dans lesquelles votre produit ou votre service va être consommé créent une vraie barrière à l'entrée des autres services. Il y a beaucoup de très grandes entreprises, des global players, qui se sont lancés en Afrique sans adapter leurs produits et leurs services et qui se sont cassés les dents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de R&D. Et un des exemples que vous avez souligné qui est très intéressant, ça figure dans la plaquette, c'est sur le marché des engrais en Éthiopie. Le fait de dire on va arrêter d'exporter de l'engrais standard, one size fits all pour l'agriculteur éthiopien, et on va étudier le sol, on va faire la carte des sols de tous les agriculteurs africains. Je vous rappelle qu'il y a 250 millions de paysans en Afrique. On va faire la carte des sols précisément, et en fonction des spécificités de ces sols, on va développer des engrais qui sont spécifiques, donc des engrais taillés sur mesure pour les sols africains. Alors il y a une boîte marocaine qui a fait ça, c'est l'OCP, qui a fait ce travail de dire je vais d'abord faire de la R&D pour adapter mon bien ou mon service aux conditions du marché, et qui est en train de réussir de façon formidable au Nigeria, en Éthiopie et ailleurs. Je donne un autre exemple qui fait souvent sourire, mais c'est le grand match qu'il y a eu entre la Kalachnikov et le M16. Vous connaissez tous l'histoire. Le M16 est beaucoup plus facile à maintenir, à monter, démonter dans des conditions difficiles de température, de pression, d'humidité, de tout ce que vous voulez, de poussière. Donc le Kalachnikov a bien réussi. Le M16, non. Le M16 était fait pour un environnement bien nickel. Donc c'est exactement ça, ce type de choses qu'il faut faire. Il faut profiter d'un marché qui est en croissance, on a dit plus 40%, et qui en plus offre, par le simple fait de la recherche et développement pour adapter les biens et services, une barrière à l'entrée qui est formidable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On peut applaudir Monsieur le secrétaire d'État. Merci. Je vais être un peu paresseux, je vais prendre votre exemple, hein, Samir. Dans la vie, il faut choisir un problème et tomber amoureux de ce problème. Et une fois que vous êtes tombé amoureux de ce problème, vous n'avez plus jamais travaillé de votre vie. Et je crois que c'est ce que Samir a réussi à faire. Il a trouvé son problème, qui est la tech, l'Afrique, l'innovation, l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on devrait tous prendre exemple sur lui. Il y a une histoire que j'aime bien, vous la connaissez certainement, hein, c'est pour les enfants, c'est l'histoire des deux petites souris qui tombent dans un pot de lait. Et la première petite souris est très intelligente, très lucide. Elle voit tout de suite que c'est foutu, que les parois du seau sont très lisses. Elle n'arrivera jamais, donc elle ne se débat pas, elle se laisse mourir dans le lait, et puis c'est parti. Puis la deuxième petite souris, elle est un peu comme Samir, elle est un peu moins lucide, et elle savait pas que c'était impossible à faire. Donc elle continue de se débattre, de taper des pieds, des mains, etc. Tant et si bien que le lait se transforme en beurre ou en fromage, vous choisirez, et elle sort du seau. Donc je vous souhaite tous d'être aussi fous que Samir et aussi fous que la deuxième petite souris. Et je pense que c'était ça le sujet de Emerging Valley, c'est de dire qu'il faut avoir un grain de folie, il faut poursuivre un objectif très précis, et c'est parce qu'on ne savait pas que c'était impossible qu'on y arrivera. Merci. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Je voulais juste dire que il me semble que l'Afrique, c'est le continent le plus schumpeterien de tous les continents. Bon, je crois que l'entrepreneuriat dans la force de travail, c'est autour de 20% en Afrique, contre moins de 5% dans les autres pays développés ou pas développés. Et donc, il y a deux travaux à faire. Il y a les pêcheurs, c'est-à-dire les banques, votre 1%, qui doivent rapetisser les mailles de leur filet pour augmenter la population adressable. Puis il y a le travail des gouvernements qui doit être de permettre à ces pêcheurs de trouver plus de sardines. Le problème, c'est qu'en Afrique en particulier, on n'a pas énormément de sardines, on a dit 1%, mais on a beaucoup de plancton. Donc le travail du gouvernement, c'est de faire grandir ce plancton pour arriver au stade de la sardine. Alors quel est le problème? Si on reste obsédé par la question du financement, c'est le petit bout de la lorgnette. Il faut voir tout le processus, il faut se mettre à la place des gens. Moi, je viens d'un pays qui est le Maroc, où 80% de la force de travail non agricole est dans le secteur informel, donc n'a pas de contrat de travail. Hier, on disait, Steve Jobs, Bill Gates, ils ont monté leur boîte dans le garage de leurs parents, mais en fait, ce qu'ils avaient, c'est au-delà du garage, ils avaient l'adresse de leurs parents. Quelqu'un disait hier, 50% des Nigérians n'ont pas d'adresse postale. Donc ce n'est pas une question de financement, c'est quand vous allez voir le banquier, il ne sait pas où vous retrouvez, il ne sait pas où vous envoyez un courrier, il ne sait pas comment vous attraper en fait. Donc d'abord, il faut sécuriser le fait d'avoir des adresses postales et donc d'avoir une réputation universelle. Le deuxième point, c'est qu'une fois que vous avez une adresse, il faut de préférence avoir un titre de propriété.
soit parce que vos parents qui viennent du monde rural ont un lopin de terre et ils ont un titre de propriété qui prouve que ce lopin est à eux et c'est reconnu universellement. Et donc s'ils veulent le vendre, ils vont le vendre à 100% de sa valeur. Or, le cas au Maroc, la plupart des cas, et en Afrique en général, c'est vous n'avez pas de titre de propriété moderne. Vous avez un titre coutumier, etc. Donc avec un titre coutumier, vous allez vendre votre terrain à 10% de sa valeur. Donc, pourquoi je parle du titre de propriété? Parce que quand vous allez voir le banquier en lui disant « ça y est, j'ai une adresse postale », il va vous dire « ok, est-ce que vous avez un apport en fonds propres, quelque chose pour démarrer la machine? Parce que moi, j'ai besoin de garantie, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. » Donc, si jamais, et c'est pour ça qu'au Maroc, on a un taux de mécanisation dans l'agriculture qui est un peu en retrait. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de titre de propriété pour gager, pour rentrer dans ce travail d'hypothèque et donc de pouvoir lever de la dette. Donc il y a ce deuxième chaînon du titre de propriété à la dette. Et ensuite, une fois que vous avez levé cette dette-là, il faut que cette dette débouche sur une activité génératrice de revenus. Et là encore, c'est un travail du gouvernement de comprendre qu'on a cette chaîne qui va de l'adresse au titre de propriété à la dette jusqu'à l'activité génératrice de revenus. Et c'est important de traiter tous ces problèmes dans un continuum. Je veux juste ajouter une dernière chose, c'est qu'une fois que vous avez réussi à faire en sorte que ces planctons, c'est-à-dire ces entrepreneurs informels ou même je dirais extra-légaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas illégaux. Illégal, c'est qui va contre la loi. Extra-légal, c'est qui se met dans les interstices de la loi. Et ces gens-là sont dans les interstices. Vous avez parlé du printemps arabe tout à l'heure, et c'est exactement ce cas-là. Ces gens qui se faisaient brûler, ce sont des entrepreneurs qu'on avait expropriés de leurs biens. Et pas simplement de leurs biens et du stock de marchandises qu'ils avaient, mais aussi de leur outil de travail, de leur réputation dans le quartier, etc. Quand vous avez un agent d'autorité qui met une gifle à un entrepreneur extra-légal, c'est pas seulement la douleur qu'il a reçue de la gifle, c'est qu'il sait que tous les agents des quartiers environnants ne vont pas le laisser faire son travail informel au coin de la rue. Il perd sa licence d'opérer en vérité. Et donc non seulement il perd sa licence, il perd son stock, il perd le stock qu'il a acheté à crédit, donc il perd sa réputation auprès de sa famille et de son voisinage auprès desquels il avait levé des fonds pour acheter son stock. Bref. Si on reste à simplement parler de financement, on va avoir un petit bout de la lorgnette. Il faut traiter tout le cycle en entier. Et ça, c'est la responsabilité des gouvernements. Je vous remercie. Merci beaucoup.